Et on y va. Alors, c'est Rec. Oui, oui, Normalement, il y a un timer qui se met en pause. Ça marche. Ça arrive, hein. Ouais, ça marche. Ça marche. Je Bonjour. regarde vous, je regarde la caméra. Regardez la caméra. Voilà. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume, donc je suis étudiant en géographie et actuellement je suis président de l'association Saladarité qui gère le jardin qui est derrière moi. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Oui, alors c'est une association étudiante qui a été montée donc par des étudiants, qui est en convention avec l'université Lyon 2, puisque c'est la condition pour être une association étudiante Lyon 2 qui permet d'obtenir des subventions de la part de Lyon 2. C'est une association qui a pour objet la sensibilisation à l'environnement, pas seulement le jardinage, mais en particulier à travers l'action du jardin, qui est le jardin partagé, donc que vous voyez là. C'est à destination première des étudiants, mais aussi des personnels, en fait n'importe qui dans Lyon 2, et aussi c'est ouvert aux personnes extérieures. Les personnes extérieures, vous voulez dire des gens qui habitent à Bron par exemple ou... Par exemple, en fait, parmi nos membres, on a eu une personne qui est venue l'année dernière, qui était une habitante de Saint-Priest, mais elle est venue quelques fois, on ne l'a pas revue. Et surtout, on a un Marcel qui est retraité de son état et qui habite à Bron, lui. Donc lui, il est là depuis l'année dernière et il doit être l'une des personnes qui passe le plus de temps sur le jardin, je pense. Et l'association est là depuis quand? Alors, l'association, elle a été créée en janvier 2012. Pour d'autres, au départ, c'était pas vraiment faire un jardin, c'était autre chose. Et le jardin, le terrain, en fait, a été accordé fin mars 2013, ce qui nous a permis de commencer à jardiner en avril 2013. Donc là, on est à la fin de la deuxième saison, avec une première saison qui n'a pas été très active, très productive, parce qu'on a eu le terrain tardivement et on manquait un petit peu d'outillage. Enfin, bon, voilà. Et vous parliez de subventions tout à l'heure. Lyon 2 vous accorde un petit montant annuel. Comment ça marche? C'est un peu compliqué, je vais peut-être pas m'étendre dans les politiques associatives de l'université, mais à la création du jardin, le FSDIE, Fonds social de développement des initiatives étudiantes, je crois, nous a accordé une subvention de 5 000 € qui nous a permis d'acheter le matériel. Et après, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les subventions de fonctionnement. Mais je ne saurais pas vous expliquer comment ça fonctionne puisque c'est en mutation, la politique associative est en mutation et ça correspond à quelque chose comme 500 € par an, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, on a eu aussi une petite subvention de 750 € de la part de la région. Ah, de la région Rhône-Alpes, d'accord. Et on aurait pu, pour la petite histoire, on aurait pu avoir d'autres subventions, mais comme administrativement on n'a pas été capable de monter les dossiers, parce qu'il fallait présenter un budget pourquoi avoir les subventions, on ne l'a pas eu. C'était quelque chose de 2500 € qu'on aurait pu avoir, mais on est passé à côté parce qu'on n'a pas pu être prêt dans les temps. Et vous ne pouvez pas demander cette subvention spéciale maintenant? C'était à la création de l'association. Donc là, je vais parler de choses qui concernent plus tant l'association, qui concernent plutôt le FSDIE. Le FSDIE est en excédent budgétaire tous les ans, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants et d'associations qui viennent demander des subventions. Donc ils sont en excédent tous les ans. Donc en fait, si on demandait pour quelque chose de particulier, ce serait étudié en commission, bien sûr, mais je pense qu'il y aurait possibilité d'avoir plus. Sous réserve, je pense, avant qu'on nous donne plus, de la même manière. On me pose souvent la question, est-ce que vous, et une fois que le jardin sera complet, est-ce que vous voudrez vous agrandir? Moi je me dis, peut-être, mais avant qu'on puisse demander à s'agrandir, ce qui sera peut-être possible, il va falloir d'abord qu'on fasse nos preuves, parce qu'ils ont quand même donné des sous, ils ont quand même donné du terrain, donc d'abord quelques années qu'on fasse nos preuves, qui voient que l'argent qui a été investi est servi à quelque chose, et à ce moment-là, peut-être on pourra redemander autre chose et ce sera accordé, ce qui paraît correct. D'accord. Et pour le moment, vous avez combien de membres dans l'association? Donc là, je sais pas exactement, mais parce qu'il y a des adhésions qui ont fini au 30 septembre, qui dataient d'il y a un an. Donc là, je pense entre 30 et 35 membres adhérents. Et sur ces 30 ou 35 membres, il y a par exemple une enseignante en géographie, mais qui elle ne vient jamais jardiner. Il y a quelques personnes comme ça qui ont adhéré parce qu'ils adhèrent au projet, mais qui en fait ne peuvent pas venir jardiner. Donc je pense il y a entre 10 et 15 personnes qui viennent jardiner
régulièrement, pour le moment. Mais il y a beaucoup sont de nouveaux membres là, qui sont arrivés cette année, donc on ne sait pas. Et beaucoup sont des premières années qui n'ont peut-être pas forcément... ils ne se rendaient pas forcément compte quand ils ont adhéré de ce que c'était que d'être à l'université. D'accord. Et on peut adhérer à n'importe quel moment dans l'année sans distinction? Il y a une préférence de saison, de date? Non, en fait, on est en cours de modification des statuts pour que l'adhésion soit sur une année glissante, ce qui veut dire qu'on adhère à n'importe quel moment et on est membre pour une année. Et il faut remplir une petite fiche et avoir une carte? Voilà, alors il y a un petit formulaire à remplir qui dit que on veut bien adhérer à l'association, on signe, il y a une carte de membre qui permet aux autorités de l'université de vérifier que les personnes qui sont sur le jardin au moment des périodes de fermeture administrative de l'université soient effectivement des membres de l'association. C'est un arrangement qu'on a avec l'université pour avoir le droit de venir pendant les périodes de fermeture administrative, puisque les périodes de fermeture administrative interviennent le dimanche, jour et le samedi après-midi. C'est le moment où tout le monde a du temps, et surtout au mois d'août, pendant un mois, en plein été. Donc si on ne pouvait pas venir, le jardin, il ne survivrait pas l'été. D'accord. Et comment s'organisent vos activités? C'est une grande question. On est on cherche encore à s'organiser. Pour le moment, le fait que je sois le président, que je suis là depuis 2 ans, que je suis un peu le seul en fait qui suis là depuis aussi longtemps, j'ai une vue globale sur ce qui se passe. Ce qui fait que pour le moment, c'est un peu moi qui sert de coordinateur et qui organise tout. J'essaye de motiver chaque membre à prendre de l'initiative, à aller de lui-même s'informer sur Internet, sur des techniques, des informations, toutes les questions qu'on me pose en fait à répétition. J'essaie d'inciter à ce qu'on aille les chercher, mais pour le moment, il n'y a pas d'organisation précise. Si ce n'est que cette année, pour essayer justement de créer une émulation, de créer une émulation de groupe, on a mis en place 2 rendez-vous hebdomadaires, donc suite à un doodle. Donc c'est un site internet sur lequel chacun peut mettre ses disponibilités. Et donc on a mis en place 2 rendez-vous hebdomadaires. Un premier le mercredi, comme aujourd'hui, sur un créneau large entre midi et 6h. Mais il s'avère que c'est plutôt entre 4h et 6h que les jardiniers viennent, même si aujourd'hui le temps fait qu'il n'y a personne. Et le mardi, entre midi et 2. Ces 2 créneaux permettent a priori à tous les membres qui veulent jardiner de pouvoir venir sur le jardin et jardiner. Et les activités par rapport au rythme des saisons, comment ça se passe le travail du terrain? C'est une question très intéressante parce que l'année universitaire se déroule de septembre à juin. La saison de jardinage, c'est plutôt de février-mars jusqu'à septembre-octobre. Donc il y a un décalage et surtout un gros trou en fait pendant l'été où il n'y a plus personne sur le campus. Ici particulièrement le campus qui est à Bron, qui est éloigné du centre, où personne ne vient si ce n'est pour venir à l'université et en cours. Donc là c'est pareil, on essaye de faire quelque chose qui fonctionne pour éviter notamment, là en ce moment on a décidé de beaucoup s'orienter sur le travail de la terre, la préparation de la terre en vue de la saison prochaine, puisque le démarrage de la saison c'est fin février, mars, avril, c'est le moment où il y a le plus de boulot. Et il s'avère que c'est le moment aussi pour les étudiants où c'est la fin du semestre, il y a des dossiers, il y a les partiels qui arrivent, les vacances qui arrivent, le travail qui arrive. Et donc on essaie de préparer en amont pour pouvoir être efficace et pas se retrouver à tout devoir faire au dernier moment et moins faire puisqu'il n'y a personne pour le faire. Qu'est-ce que vous entendez par le travail de la terre? Alors le travail de la terre, c'est... Je pourrais en parler longuement. Là il s'agit surtout de préparer en fait le sol que vous voyez sans doute derrière, qui sont l'herbe qui est comme ça. Bon, laissez la caméra, je pense que c'est bon. Qui est par terre en fait, c'est de l'herbe, c'est du remblai. Donc c'est une terre qui n'est pas du tout bonne à jardiner. C'est une terre qui a été dégagée quand ils ont fait les bâtiments autour et ils ont créé l'esplanade. Piétinée, très piétinée. Donc il y a, quand on regarde en fait la terre, il y a ce qu'on appelle un feutre racinaire. En fait, c'est l'ensemble de toutes les racines, de toute l'herbe qui est là, qui fait une espèce de réseau très très dense. Ce qui fait que quand on plante la fourche et qu'on essaye de soulever,
ben en fait, la motte, elle se lève, elle se repose comme si de rien n'était. Donc c'est très difficile à travailler. En plus de ça, il y a plein d'adventices, donc de chiens-dents, du liseron, des plantes très envahissantes. Et donc là, le travail principal consiste à nettoyer la terre. Donc on la retourne, hein, et à nettoyer la terre et à enlever toutes les racines de liseron, de chiens-dents, pour que l'année prochaine, eh ben, ça repousse beaucoup moins, et qu'on n'ait plus qu'à enlever les quelques qui repoussent, plutôt que ce que ce soit envahi. Et les racines enlevées, tout ce que vous sortez de la terre, vous en faites quoi? Vous faites quoi? Pour le moment, on n'est pas très organisé, mais dans l'idée, on en fait un compost. Donc on a un tas derrière, mais c'est très sec. On a fait ça pendant l'été, c'était très sec. Donc en fait, pour le moment, ça composte pas trop, je pense. Je suis pas allé voir dedans. Mais c'est une des choses dont il faut qu'on s'occupe. On a 2 composts en fait. On a ce compost-là qui sert pour ce qu'on enlève de la terre, donc qui est plein de cellulose en fait. Les feuilles, les racines, tout ça, c'est plein de cellulose. Et à côté de ça, on essaie de faire un compost alimentaire qui lui est en général plus facile à gérer, plus humide et qui dépend par contre de ce que les membres ou les non-membres d'ailleurs veulent bien apporter, puisque c'est ouvert a priori à tout le monde. D'accord. Et quand c'est le moment des récoltes, des légumes, vous avez peut-être des fruits aussi. J'ai vu que vous aviez des plantes aromatiques. C'est l'été, donc qui les récupère si personne ne vient ou très peu de monde? Cet été, la question s'est pas mal posée pour les courgettes, puisqu'en fait c'était la seule chose qui était prête pendant l'été, parce que les tomates, comme on les a plantées tardivement, que la saison a été très humide, tout ça, en fait elles ont été prêtes plutôt fin août, début septembre, donc en fait il y avait déjà des gens. Mais pour les courgettes, je suis venu plusieurs fois arroser pendant l'été et j'ai trouvé les courgettes qui étaient encore petites, enfin de taille à être récoltées. Je me suis dit je vais les laisser parce que si quelqu'un vient, je vais en laisser une ou deux, j'en prends une ou deux et j'en laisse une ou deux. Si quelqu'un vient, il va les récolter. Puis quand je suis revenu quelques jours plus tard, la courgette elle avait doublé de taille et je savais que si on la laissait, la peau allait devenir très dure, il allait y avoir des graines dedans, donc elle allait être immangeable. Donc là, à ce moment-là, je les ai récoltées. J'ai récolté beaucoup de courgettes cet été. Sinon, en général, on se partage. Alors, il y a différents types de plantes. Effectivement, on a des fruits, des petits fruits, des framboises, des fraises, qui mûrissent pas tout en même temps. Qui de toute façon, il n'y en a pas suffisamment pour récolter puis ramener chez soi. Donc là, c'est plutôt quand on vient jardiner ou quelqu'un passe, il prend une framboise, il mange une framboise, ça lui permet de goûter la bonne framboise qui a poussé du campus, qui a poussé sur le jardin, c'est ça. Fraises, pareil. Et après, tomates c'est comme ça, aubergines c'est comme ça, parce que c'est surtout des plantes qui poussent en fait et qui, un fruit arrive à maturité, puis après un autre, puis après un autre, puis après un autre. On n'est pas très organisé pour le moment. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que si vous êtes là, il y a quelque chose qui est mûr, prenez-le. Parce que si vous ne le prenez pas, il risque d'être pourri pour le suivant qui voudra le prendre. Et à côté de ça, on a d'autres cultures du genre oignons, patates, qui là, on récolte tout d'un coup. Et donc à ce moment-là, pour les patates, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 10 kilos de patates. J'ai envoyé un message à tous nos membres en demandant qui veut des patates, avec une deadline, genre c'était sur une semaine, quelque chose comme ça. Puis tous ceux qui m'avaient répondu, j'ai partagé les patates en 10, en fait on était 10, donc ça tombait bien. Et on a tous parti avec notre kilo de patates. D'accord. Et quel autre légumes ou plantes avez-vous sur le jardin? Donc, cette année, nous avions des potimarrons, donc c'est une petite courge, des haricots verts, des radis, quelques radis noirs qui se sont ressemés tout seuls, en fait, spontanément depuis l'an dernier. Puisqu'on avait des radis noirs l'an dernier, mais on les a laissés monter en graines, faire leurs branches, faire leurs graines, et ils se sont ressemés en fait, et donc on a des radis noirs qui ont poussé tout seuls. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques betteraves, on a essayé de faire des melons, ça n'a pas marché, ils ont pourri. On a essayé de faire des pastèques, mais je pense qu'on les a mises trop tard, elles n'ont pas eu le temps de mourir. Des tomates, particulièrement c'est les tomates cerises qui ont beaucoup marché, puisqu'il a beaucoup plu cet été, donc les tomates elles ont été très malades, pour tout le monde, pas seulement pour nous. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Quelques poivrons qui n'ont pas marché non plus, quelques aubergines qui n'ont pas vraiment marché non plus, tout ça parce qu'on les a mises trop tard et qu'on n'avait pas suffisamment de régularité au niveau de l'arrosage au moment où il en avait besoin, donc au moment où c'était sec et juste après les avoir plantées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc des framboises, des fraises et des pommes de terre. On a eu un peu d'ail aussi et les aromatiques. Donc ciboulette, romarin, thym, lavande, persil. Sauge, c'est ça, il y a un buisson de sauge. Et voilà, puis après il y a quelques petites choses, il y a aussi quelques petites plantes décoratives. On a un chèvrefeuille, on a une vigne vierge, une pivoine,
qui on ne sait pas si elle va survivre, et puis quelques petites fleurs par-ci par-là pour faire joli. Et dans les sacs en plastique, il y a des sacs avec de la terre et de la paille. On les a pris en photo, donc on pourra les montrer ultérieurement. Ceci, Oui, je ne peux pas trop vous en parler puisque je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. C'est Marcel, donc notre jardinier brondillant, qui met ça en place. Il essaie d'expérimenter une culture hors sol-sol, de manière à, lui ce qu'il veut, si j'ai bien compris, c'est maximiser la productivité en minimisant l'effort. Donc en fait, il me semble qu'il met un petit peu de terre et puis de la paille tout autour. Et le sac est troué dans le fond, donc il y a un contact avec le sol. Et je ne sais pas, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. on lui posera la question alors. Et dans les seaux qui sont pareils au fond, de l'autre côté, c'est la même chose. C'est la même réponse, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et on a vu aussi une installation avec un seau et une bouteille en plastique à l'intérieur. Je pense que je sais de quoi il s'agit en fait, mais encore une fois, c'est pas moi, c'est Marcel. Tout ce qui est dans les seaux en plastique, je ne pourrais pas trop vous en parler parce que je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment. Mais je pense que le seau, la bouteille en fait permet d'avoir un réservoir d'eau au milieu et on plante les plantes autour. Donc pour arroser en fait, on ouvre la bouteille, on met de l'eau dedans, on referme. Et avec le soleil qui va venir taper sur la bouteille, ça va faire s'évaporer l'eau et ça va. Je pense que c'est quelque chose comme ça et ça va arroser la terre en dessous. Mais je ne sais pas. D'accord. C'est à lui qu'il faudra demander. D'accord. Est-ce que vous avez une conception environnementale ou écologique et est-ce que vous pouvez préciser un peu les différences de vocabulaire, de conception Oui. Je suis un peu personnellement, hein, c'est plus en tant qu'être humain et que citoyen peut-être, voire même qu'apprenti scientifique vu que je suis étudiant, plutôt qu'en tant que président de l'association. L'écologie est une science, la science qui étudie l'habitat et non pas une doctrine politique. Ça c'est plutôt l'écologie politique ou l'écologisme. Donc on n'est pas écologiste. Parce qu'on ne prétend pas avoir, on n'est pas affilié politiquement. L'écologie c'est une science, donc nous demander si on est affilié à l'écologie, c'est comme de me demander si on est affilié à la psychologie, à la sociologie, à la géographie, à tout ça. Oui et non, puisque de toute façon, toutes ces sciences prétendent à étudier la société dans le monde, donc on fait partie de la société dans le monde. Après, d'un point de vue environnemental, oui, on favorise en fait on essaie de favoriser des méthodes permacoles, donc de la permaculture, qui vient c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit plus tôt en fait, au fait de retourner la terre, d'enlever les racines, puisque c'est des choses dans la permaculture qui ne se font pas. L'idée, c'est d'avoir une parcelle qu'on retourne au minimum en fait. On fait juste un petit trou pour mettre son petit plant ou sa petite ligne pour mettre son semis, et après on n'y touche plus, ce qui fait que la terre dedans, elle est aérée, elle n'est pas tassée, il y a de la vie, elle boit l'eau, elle garde l'eau, elle est plus riche en nutriments et en fait ça pousse mieux et ça demande moins d'efforts. Mais c'est un peu compliqué à mettre en place, donc pour le moment on n'a pas trop réussi, puis de toute façon on a une terre de mauvaise qualité. Donc en termes de conception environnementale, je pense que, il s'avère que je pense que j'ai une influence assez forte pour le moment sur l'association, comme je vous disais, vu que je suis un peu le pivot de l'association. Et moi, j'ai une vision plutôt en coopération avec la terre, avec la nature, plutôt qu'une vision de contrôle, comme on peut le voir dans l'agriculture conventionnelle, où limite la terre, c'est un substrat neutre dans lequel on met les produits chimiques dont on a besoin, et les plantes, elles poussent. Et une fois qu'on a pris tout ce qu'on voulait à la terre, on ne s'y intéresse plus. Moi, je serais plutôt dans une dynamique de travailler avec les vers de terre, avec tous les insectes et tout ça. C'était une de mes questions. Est-ce que vous avez beaucoup d'insectes et de petits animaux, des limaces, des petites bêtes qui utilisent votre jardin en même temps que vous? Alors, des limaces, pas beaucoup, pour le moment. Je pense que, vu la situation, il y a toute l'herbe là, il y a toute la route. Les limaces, elles se planquent dans les endroits où il y a de l'ombre et où il fait frais. Donc je pense que pour venir jusqu'au jardin, il faut qu'elles soient courageuses. Pour le moment, on n'en a pas. J'en ai trouvé quelques-unes petites, mais on n'en a pas beaucoup. On a pas mal de vers de terre dans la terre, assez à notre grande surprise, parce que vu la qualité de la terre, on s'attendait à en avoir peu. Mais effectivement, en fait, il y en a pas mal.
Et petit à petit, en fait, effectivement, il y a les insectes qui viennent. Il y a tout un tas de petites bêtes qui passent. Il y a des oiseaux, il y a une pie qui vient se balader et récolter. Je pense qu'elle aime bien venir après qu'on ait retourné la terre, parce qu'il y a quelques vers de terre qui sont à l'extérieur de la terre, donc elle vient picorer les vers de terre. On avait pensé à un moment à faire ce qu'on appelle un hôtel à insectes, pour permettre aux insectes justement d'avoir un habitat à proximité. Mais ça fait partie de toutes les choses dont on avait pensé faire et qu'il faut de la motivation et des gens pour le faire, et pour le moment il n'y en a pas suffisamment. Oui, donc vous avez des projets quand même pour le futur qui peuvent vous occuper et mobiliser tous les membres de l'association, ou ceux qui sont les plus motivés ou qui ont le plus de temps à passer. Et vous, de votre côté, vous aviez, avant d'avoir la fonction de président de l'association, vous aviez un intérêt particulier pour le jardinage. Vous avez cultivé, vous avez un jardin chez vous. J'ai une brève expérience du jardinage, en fait, il y a quelques années, quand j'habitais en Ardèche. Mais ça ne s'est pas suivi, puisque je suis parti de l'endroit où j'habitais au mois de juillet, il me semble. Donc on n'a rien eu le temps, les peu de choses que j'avais plantées, j'ai pas eu le temps de les récolter. L'année dernière, j'ai pris une parcelle dans un jardin familial à Bron. Mais entre le temps qui m'était demandé pour m'occuper du jardin ici, mon travail, le travail universitaire, enfin je ne me mets pas dans l'ordre, en fait c'est plutôt le travail universitaire, le travail, le professionnel pour manger, pour avoir de l'argent, et le jardin ici, et l'autre jardin, en fait j'ai pas eu le temps de m'en occuper, ce qui fait qu'on a abandonné cette année. En fait je fais partie de ces personnes, je pense, qui font ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien demander que les membres fassent, c'est-à-dire je vais sur internet et je vais chercher de l'information et plein d'informations et pourquoi et comment et quoi, et demander et discuter et tout ça. Donc j'ai pas mal d'idées en fait. Quand je suis arrivé en tant que président, je suis arrivé avec des tonnes d'idées, un petit peu de pratique parce que j'avais déjà un petit peu de pratique. Et puis j'ai revu mes idées à la baisse parce que tout seul je peux pas les faire, et puis c'est pas mon jardin de toute façon, c'est un jardin partagé. Donc qui est censé être au bénéfice de tous les membres d'abord, puis potentiellement du campus et de plus largement que tous les membres. Et donc il faut que je laisse de la place pour tout le monde de prendre ses initiatives s'ils le souhaitent. Donc les personnes qui veulent adhérer à l'association n'ont pas forcément de connaissances préalables ou une pratique très grande et très avertie du jardinage. Je dirais que 90 voire 95% de nos membres n'ont jamais jardiné de leur vie. Si tant est certains ont peut-être déjà mis les mains dans la terre, peut-être. Certains ont peut-être déjà mangé une tomate en provenance d'un plant de tomate en direct comme ça, sans passer par l'étape frigo supermarché. Peut-être je suis médisant, peut-être je suis mauvaise langue un peu. Mais non, la plupart n'ont aucune expérience du jardin. C'est pour ça que je disais en théorie. En théorie, tout devrait se décider en commun, mais dans les faits, en fait, c'est beaucoup. On me demande beaucoup quoi faire et comment faire pour les choses les plus basiques, quoi. Puisque c'est l'un des. Pour moi, c'est le but principal de cette association, en fait, c'est de donner l'opportunité à des gens qui ne l'ont pas de mettre les mains dans la terre. De retrouver un peu ce contact avec la terre. Sans gants si possible. Bon, beaucoup utilisent des gants, malheureusement, à mon grand désarroi. Donc le contact est limité. Donc vous faites appel à toutes les bonnes volontés, y compris des étudiants internationaux. Est-ce que vous avez eu des étudiants internationaux dans votre association ? Oui. Je ne sais pas si on peut dire que oui, puisqu'en fait ils étaient inscrits en cursus, à mon avis ils étaient inscrits à Lyon 2 régulièrement, donc c'était pas des étudiants en échange. Mais l'année dernière, on avait une fille vietnamienne et une autre mexicaine, donc qui sont vietnamiennes et mexicaines vraiment, quoi, qui c'est pas juste d'origine, mais qui étaient inscrites régulièrement. Donc je pense, en fait, elles ont fini leur licence et puis tout simplement elles sont parties, donc elles sont plus là. Sinon, je crois pas en fait. Je crois pas. Mais il me semble que les étudiants internationaux, malheureusement, ils soient. Je ne sais pas s'ils sont très bien accueillis à Lyon et à Lyon 2. J'ai l'impression que les étudiants internationaux, ils ont plutôt tendance à former des petits groupes parce que les Français, ils n'ont pas envie de faire l'effort de prendre le temps de discuter avec eux. Oui, j'ai l'impression que je les vois pas beaucoup en fait. Même ceux qui sont dans ma classe, ils restent souvent dans leur coin, j'ai l'impression qu'il y a un contact qui est un peu difficile.
Mais est-ce que vous faites des opérations de com, comme on dit, au niveau des étudiants? Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée à cette tâche dans votre groupe? Donc la principale opération de com qu'on a fait cette année, ça a été pendant la période d'intégration. On a tenu un stand deux journées sur la première semaine de la période d'intégration où on a distribué des petits kits pour cultiver ces herbes aromatiques chez soi. Donc ça consistait en un petit pot, un petit peu de terreau, quelques graines, un petit mode d'emploi pour qu'on puisse prendre ça chez soi et puis faire pousser sa ciboulette, son persil chez soi, sur le bord de sa fenêtre, pouvoir le manger. Si on ne peut pas avoir le temps, si on n'a pas le temps de venir sur le jardin, donner l'opportunité, toujours dans cette idée de contact avec la terre, avec la plante, tout ça, et on amène un petit bout de jardin chez soi. C'était notre unique action de com. Et cette année, en fait, il s'avère qu'on a une étudiante qui malheureusement ne peut pas trop jardiner parce qu'elle a des problèmes de santé, mais qui par contre veut soutenir le projet et elle a de l'expérience en termes de communication, notamment Internet. Donc c'est elle qui nous a monté notre site Internet. Et voilà, après elle est en première année et elle fait partie de ces étudiants qui, je pense, sont arrivés pendant la période d'intégration à se dire « Oh génial, oh génial, oh génial, oh génial, je vais faire ça ». Et puis devant la réalité des cours et de la vie étudiante, peut-être c'est un peu plus délicat. D'accord, merci. Une dernière question par rapport aux semis, aux plants, aux graines. Vous procurez où toutes ces plantes, graines, semis? C'est variable en fait. Les tomates, par exemple, cette année nous ont été données par le jardinier de l'université qui avait fait ses semis de tomates, donc qui avait fait ses plants de tomates. Oui, qui avait fait ses plants de tomates et qui en avait trop, qui nous les a donnés. Sans nous préciser d'ailleurs quelles étaient les tomates cerises et quelles étaient les tomates normales. Ce qui nous a un peu compliqué la tâche puisqu'on ne cultive pas les deux de la même manière, on ne les taille pas de la même manière. Et sinon on achète beaucoup à Botanique. S'il y a des gens qui donnent, en fait c'est ça, soit il y a des gens qui donnent, soit on achète. Puisque pour le moment on n'est pas autonome en termes de plants. On a une serre qui est dans notre local là-bas, mais qui est d'une très mauvaise qualité, qui est censée être montée sur une dalle en béton pour être solide. Donc à moins qu'un jour il y ait une grosse motivation et qu'on décide de monter la serre, et à ce moment-là peut-être on pourra faire des semis nous-mêmes. En fait j'ai trouvé la différence entre semis, qu'on fasse nos semis nous-mêmes, donc nos petits plants, et pourquoi pas qu'on reproduise nos graines. Cette année j'ai récupéré par exemple des graines de haricots. Il y a des choses qui se récupèrent très facilement. Le haricot, il suffit de le laisser grossir, il va grossir, il va sécher, puis une fois qu'il est sec, en fait les graines qui sont dedans, c'est les graines qu'on peut replanter pour l'année d'après. Mais il y a d'autres choses, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, voilà. Dans l'absolu, c'est la motivation qui décide. Sinon on achète. Pour un des sous, c'est pas ce qui manque, on manque de gens, on manque de jardiniers. Donc on fait un appel aux volontaires. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter pour compléter Je crois qu'on a fait le tour de la question en fait. Non, j'ai rien à ajouter. Écoutez, merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. C'est stop pour C'est Rec aussi.